OK. Voilà. Voilà. Ah ben, écoutez, on va vous parler encore cette fois-ci du cœur de compassion, cette petite entreprise qui monte, qui monte, qui monte. On va parler un peu maintenant de cette constellation d'entreprises, d'initiatives. Vous vous souvenez quand on a au départ fait la connaissance de Tony, il nous a parlé, en fait vous ne le saviez pas encore, mais il nous a parlé d'initiatives de mettre en place des projets de santé, alors que déjà existait pas mal de choses en termes de petites coopératives de développement qui parsèment la province du Sankourou. Et puis avec le temps, l'hôpital Otema qui s'est développé, la maison du père, on va revenir dessus, et puis l'Institut supérieur technique du Sankourou. Et puis on va voir un peu les avancées de 2023 et 2024. Ceux qui étaient là il y a déjà plus de 9 mois, quand on avait fait la présentation avec Lauriane, il y a des choses que vous allez revoir. Mais on va aussi mettre en valeur les choses qui ont été des choses qui ont avancé depuis ce moment-là. Alors. Peut-être juste préciser que du coup, cette rencontre a été largement. On a donné le lien à pas mal de personnes qui connaissent Tony depuis longtemps. Donc en fait, il n'y a pas que des gens de la Gerbe, il y a plein d'autres personnes qui sont aussi connectées. Voilà, et on a ce soir plusieurs personnes du Congo qui ont reçu le lien, donc on les salue bien chaleureusement, et puis on leur souhaite la bienvenue avec nous. Quelque part, nous ici, on découvre un peu du Congo, mais vous qui êtes au Congo, vous nous découvrez un petit peu plus aussi, et puis c'est très bien comme ça. Alors pour nous ici, qui ne sommes pas du Congo, pour bien se rappeler, si on avait un doute, le Congo, c'est ce pays immense qui est au cœur de l'Afrique. Et puis, Tony et Natacha nous viennent, en tout cas pour les projets du Sankourou, sachant que Natacha est une vraie Quinoise qui a grandi à Kinshasa et qui est née tu es née à Kinshasa, c'est ça, hein? Oui. Qui est née à Kinshasa, qui a grandi à Kinshasa. Mais donc les projets qu'on soutient principalement sont dans le Sankourou et notamment, entre autres, à Lodja, qui est au cœur même du Sankourou. Donc, coïncidence ou pas, eh ben, tous ces projets sont au cœur vraiment de l'Afrique. On peut le voir sur cette carte. Et puis, donc, au nord de la ville de Lodja, on le voit sur la photo de gauche, on trouve le site de l'hôpital Otema, et puis à quelques centaines de mètres de là, celui de l'Institut supérieur technique du Sankourou. Donc, cette distance, c'est une distance qu'on peut très, très facilement faire à pied en un quart d'heure, 20 minutes. Et on va voir pourquoi c'est intéressant par la suite, quand on va expliquer un petit peu ce que fait Nestesan. Alors, c'est intéressant de voir ces photos qui datent de 2015, 2015, où un terrain avait été obtenu au niveau de l'administration de Lodja. Et rapidement, Tony avait initié la mise en place d'une première construction pour bien marquer que ce terrain était maintenant possédé, habité, et puis que quelque chose allait se préparer. Et rapidement, les choses se sont développées. Ça, c'était encore en 2022, probablement. C'est cette photo du ciel où on voit déjà tous ces pavillons qui ont été construits avec très souvent le docteur constructeur où Tony, de temps en temps, alternait entre une opération et puis allait superviser les travaux. Puis c'est d'ailleurs toujours le cas avec l'IST-SAN. Quand le temps le lui permet. Mais voilà, cette photo est assez typique de cette dynamique de suivi des projets tout en exerçant son métier de gynécologue. Et on peut voir encore, ça c'est en 2023, qu'entre la photo qui est en bas à droite
qui correspond à 2022. La flèche rouge indique un espace vide qui en fait a été rempli avec un nouveau pavillon en haut à gauche, qui est devenu le pavillon de pédiatrie. Pédiatrie, ouais. Et le pavillon qui est au centre n'avait pas encore sa toiture et on voit encore l'avancée avec c'est un bâtiment qui est administratif, hein, Tony, c'est ça? Ouais, ouais. Donc, ça représente la salle de donc la petite salle là, c'est la salle de réunion. Et il y a à côté de cette salle, il y a une salle d'hospitalisation. On peut garder les gens, donc les médecins, et même s'ils tombent malades, ils peuvent rester là. Ou d'autres personnes et d'autres grandes personnalités, bien entendu. Qui ont une chambre à part, Une chambre à ouais, part, des autres. il y a les toilettes à part, Ouais. et puis c'est assez spécial. Voilà, Tony avait tenu à ce qu'il y ait à la fois capacité d'hospitalisation assez importante, donc là, une capacité de 60 lits. 70, plutôt 70, 70, pardon, oui. Et avec quand même quelques chambres privatives pour voilà, des personnes, des personnalités, des gens qui ont besoin de plus d'intimité. Et puis l'avantage aussi là que nous avons compris par la suite, c'est que l'installation de cet hôpital est à côté de l'aéroport. Et du coup, si nous avons des cas qui sont très difficiles et qui ne peuvent pas être traités à l'hôpital, on les amène directement à l'aéroport et ils peuvent prendre leur avion rapidement pour Kinshasa. Pour Kinshasa, ouais. Ouais. Oui, puisque en véhicule, on est en 5 minutes Ouais. à l'aéroport. Hein. Ouais, tout à fait. Quelle est la distance entre Kinshasa et... C'est Alors, 2500 c'est km. 2500, 3000. Ouais. Ouais. En avion, on met un peu plus de 3 heures. 3 heures. 3 heures, En oui. Il y a avion. des avions qui mettent. Ouais, c'est bon. Oui, il y a de la distance quand même. Ouais. Voilà, donc on voit un petit peu un certain nombre des membres de l'équipe qui aujourd'hui est assez fourni, avec aussi en bas à droite un groupe d'étudiants qui en fait représente comment l'IST-SAN s'est adossé vraiment à l'hôpital, sachant que l'IST-SAN, on va revenir dessus, forme entre autres des infirmiers, des techniciens de laboratoire, il y a encore d'autres carrières hospitalières. Et donc, ces étudiants, en partie, viennent faire leur stage à l'IST-SAN, mais pas uniquement. Parce qu'en fait, ces étudiants de l'IST-SAN peuvent aller soit au TEMA, mais aussi dans d'autres structures hospitalières de la ville. L'IST-SAN, c'est Institut supérieur technique du Sankourou. Voilà. Alors, pour se rendre compte un petit peu aussi, par exemple, on va regarder la salle d'accouchement de l'hôpital parce que c'est assez emblématique du travail de Tony. Mais juste avant cela, pour se rendre compte, on est là dans un centre de santé. Au ministre de nous faire réhabiliter ce centre depuis longtemps, depuis l'époque coloniale. On ne le tient pas compte comme il est. Il était doté longtemps. Mais à l'époque de la rébellion, on a tout payé. On a pillé tous les matériels par les Rwandais. Les microscopes, les matériels et Kosovo. Tu peux peut-être. Alors donc, je suis moi-même un peu désemparé lorsque je trouve un lit d'accouchement réalisé de cette façon. Alors, je ne sais pas si vous attendez là-bas. Les sangs partout. Alors donc, là, vous êtes en train de voir, ça c'est le lit d'accouchement. Voilà, donc c'est un peu le type qu'on rencontre dans notre province du Sankourou, de façon générale, bien entendu. Et là, je venais donc comme ministre provincial de la Santé, je devrais aller dans les différentes structures médicales un peu pour regarder comment les choses se font. Et je rencontre pour la plupart des institutions des types de lits comme ça, donc des lits d'accouchement. Et j'étais à côté de cet infirmier qui travaille là et qui me montrait comment est-ce que cette institution a été pillée lors
lors de conflits. Et puis, il me dit que ce sont des Rwandais qui sont venus détruire. Donc, ils avaient pris la table d'accouchement qui était sur place, mais ils l'ont ramenée chez eux. Et c'est comme ça que, voilà, ils ont pu fabriquer quelque chose localement et qui permet qu'ils puissent continuer à faire accoucher dans ces conditions-là. Mais quand on regarde vraiment cette table d'accouchement, c'est une très mauvaise table. Il y a des punaises qui se développent. La table elle-même n'est pas très stable, c'est-à-dire qu'une femme, lors de douleurs d'accouchement, peut facilement tomber, surtout si elle fait les efforts d'accoucher, tout ça, elle peut facilement glisser et puis tomber. Et ce sont les conséquences comme ça. Mais quand on voit bien les choses, c'est pas seulement là-bas, c'est un peu presque partout dans la province. Et donc, notre structure, notre hôpital, qui est l'hôpital Otema, est venu comme un peu moderne et qui montre quand même que les choses elles devraient changer d'une certaine façon. Bien avancé. Là, on parle beaucoup de gynécologie et tout ce qui a trait à l'activité, mais dans cet hôpital-là, je suppose qu'il n'y a pas que la gynécologie. Il n'y a pas que la gynécologie. Là, on a montré, sur cette table-là, c'est la table où s'il y a une urgence chirurgicale, on fait sur cette table-là. Par exemple, s'il y a une femme qui vient pour une césarienne, on fait là. Il y a un monsieur qui vient pour une hernie qui est étranglée, on fait sur cette table-là. Mais c'est vraiment la spécialité de Tony. Bon, après, je pense que au niveau, il y a peut-être quelqu'un qui a son micro ouvert dans les. Donc, en fait, c'est très intéressant de voir cette vidéo puisqu'elle est représentative vraiment des centres de santé qu'on va rencontrer. Il y a des postes de santé, il y a des centres de santé qui émaillent le territoire. Donc, on en trouve assez régulièrement, mais qui sont extrêmement sous-équipés et donc, qui mettent aussi le personnel soignant en difficulté pour pouvoir apporter des soins adaptés. Et puis, ça nous montre aussi la marche qui peut être, qui est gravie par rapport à ce qu'on va voir maintenant, en fait, à Otema. Donc, on voit que déjà, ça donne un peu plus envie. Et puis, sur la diapo suivante, peut-être, Tony, tu peux nous dire un tout petit peu. Alors, donc, on trouve une salle d'accouchement qui est tout à fait différente de ce qu'on a vu tout de suite, ce que le monsieur là m'expliquait, parce que là, moi-même, je ne peux pas supporter. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avant que je vienne étudier, j'avais laissé ces conditions. Et ce qui me faisait encore mal, c'est que quand je suis rentré, j'ai trouvé les mêmes conditions dans les différents centres de santé. Mais l'avantage que l'on a eu, c'est lorsqu'on a pu mettre en place l'hôpital Otema, qui est au centre de la province, mais qui présente quand même des conditions qui sont quand même assez modernes, assez adéquates pour les accouchements. Vous voyez, par exemple, là, on a des tables d'accouchement qui sont assez propres. On peut les désinfecter. On a aussi une couveuse qui est là. Au départ, même dans certains hôpitaux de la province, il n'y a que notre hôpital qui a la couveuse. Et qu'est-ce qu'on fait ailleurs? Donc là où il n'y a pas de couveuse, on prend juste une malle, donc une malle métallique. À l'intérieur de cette malle, on essaye de mettre des habits, des étoffes d'habits, et puis on met des bouillottes. Soit on met des bouillottes, soit tout simplement on prend les poches des sérums physiologiques et puis on les remplace par de l'eau chaude. Et de temps en temps, il faut changer de l'eau. Lorsque l'eau devient froide, il faut changer, il faut mettre de l'eau chaude. Et c'est comme ça qu'on essaye d'élever les enfants qui sont prématurés ou qui ont besoin de rester au chaud. Et donc, les conditions-là, ce sont les conditions que nous vivons, que nous trouvons dans les différents centres de santé qui sont justement dans cette province-là. Et donc, l'hôpital Otema, c'est un hôpital qui est devenu un peu exceptionnel, un peu moderne, avec des instruments qui sont des instruments, des équipements qui sont un peu modernes et qui peuvent permettre de pouvoir prendre en charge des cas assez correctement.
Alors, moi, je voulais juste rebondir sur une chose. À un moment, tu as évoqué tes études. Ouais. Et j'aimerais bien me tourner vers Natacha. Parce qu'il se trouve que Tony, en fait, s'est formé à la médecine au Congo, en Côte d'Ivoire, Ouais. et puis en France. Euh, Toi, Natacha, quand tu t'es mariée avec Tony, est-ce que tu t'attendais à un parcours comme ça? Non. À quoi tu t'attendais? Ah bon, en fait, j'avais déjà vu ça en Tony parce que j'ai trouvé Tony, il n'avait rien, presque rien, très pauvre. Il était encore étudiant, mais il avait une grande charge avec lui. Il avait cet esprit d'aider. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé avec une grande charge de sa famille, des enfants qu'il élevait déjà pendant qu'il était encore étudiant. Je lui ai posé la question, toi, un pauvre étudiant, qu'est-ce que tu fais avec cette grande charge? Et je vis vraiment qu'il avait l'amour d'aider dès le départ. Dès le départ. Et en fait, donc il faut savoir, donc Tony, toi, tu es arrivé en France en 2011 ou 2010? 2010. 2010. Mhm. Et tu es reparti courant 2014. 2014, Hein. oui, oui, tout à fait. Et donc, pendant ce temps, vous aviez déjà un fils, Oui, on Stéphane, avait un Il fils, avait un Stéphane. garçon, Stéphane, Stéphane. qui voilà, a 14 ans déjà. qui aujourd'hui a 14 ans. Oui. Mhm. Aujourd'hui, vous avez 5 enfants. Oui. Ouais. Et donc, en fait, ce sacerdoce, en fait, vous le portez vraiment à deux parce que il y a des sacrifices Mhm. pour se préparer, pour faire ce travail, mais il y a des sacrifices pour toi qui partagent ton mari avec Oui, oui. ce travail. En fait, vraiment, c'est ça. Tout à fait, oui. Alors donc, bon, moi, j'ai beaucoup admiré son courage parce que après, moi, je suis venu ici, j'ai fait pratiquement 4 ans, mais elle est restée seule là-bas au Congo, tu Voilà. vois. Ouais. Donc, elle a été assez courageuse et puis elle a supporté, rester avec Stéphane qui était seul. Bon, ils étaient à deux déjà, mais c'est pas quand même très facile pour une femme de faire 4 ans sans être compliqué. avec eux. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais ce que j'ai beaucoup aussi admiré en elle, c'est lorsque elle a accepté, parce qu'elle est née à Kinshasa, les conditions de Kinshasa sont quand même un peu différentes des conditions de la province. Les provinces sont très, très pauvres, mais elle a quand même accepté d'aller en province et vivre tout ce qu'on vivait avec la population de cette province. Ouais, on peut l'applaudir. Et puis, les applaudissements, c'est encore pas grand-chose. C'est vrai que pour ceux qui ont pu se rendre sur place, là, actuellement, Natacha a dû revenir sur Kinshasa pour le travail, ce qui fait qu'ils sont encore séparés quand Tony se rend dans la province, et ce qui est très prenant, surtout quand, en tant que ministre. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a pu voir, moi, en étant sur place, Lauriane qui est ici aussi, qui était 6 mois sur place, on a pu voir qu'à chaque fois que ce soit à Lodja ou même à Kinshasa, il y a toujours des jeunes, des étudiants, de la famille plus ou moins proche, des fois même des gens très éloignés, qui n'ont pas de moyens. Et en fait, voilà, Tony et Natacha s'organisent pour pouvoir donner un coup de pouce et permettre à passer le cap pour que ces jeunes aillent vers une forme d'indépendance petit à petit. Et puis ça aussi, c'est bon, c'est un témoignage qui nous a, en tout cas, nous ici à la Gerbe, on a été assez touchés par les conditions au départ, mais aussi on a été touchés par ces sacrifices que vous aviez consentis pour pouvoir avancer dans ces projets qui vous tenaient à cœur. Enfin voilà, donc ça nous redonne aussi un peu du contexte de votre vie familiale. Merci. Alors, on pourrait en dire encore beaucoup sur l'hôpital Otema, mais il y a tellement de choses, donc on avance. Et donc, vous vous souvenez, ce site de l'ISTSAN, donc Institut supérieur technique du Sankourou, qui a été fondé en 2019, en tout cas en 2018, je crois que c'était en octobre, où Tony a trouvé ce terrain qui est absolument collé à la ville, mais qui était caché dans la forêt.
et qu'en fait, tel que vous le voyez aujourd'hui, évidemment, ça n'avait rien à voir puisque c'était que des fondations de l'époque d'une usine belge. C'était au fait dans la grande forêt, ouais, c'était dans la grande forêt. Donc, on voyait les gros arbres qui se sont développés à l'intérieur de ces fondations. Et donc, il y avait que des murs, donc 2 murs ou 3 murs. Il n'y avait pas de toiture, il n'y avait rien. Donc, à l'intérieur, on voyait des gros arbres comme ça, hein. Ouais. Et donc, Tony m'appelle et me dit, j'ai trouvé un terrain, c'est une opportunité. Et là, vous voyez la photo, vous avez les arbres au milieu du truc, vous avez des ruines. Et lui, il avait vu autre chose. Moi, je me dis, il y a encore des problèmes. Et on a eu des problèmes. Et on a aussi des résultats. Et là, on a sur le terrain qui est un petit peu plus grand que ça, parce qu'il y a encore un autre bâtiment qui est encore en friche complètement. Ouais, tout à fait. Mais le terrain en entier fait à peu près 1 hectare. Et puis, lorsque tous ces bâtiments, 5 bâtiments en tout, seront opérationnels, il y aura à peu près 3000 mètres carrés de surface. Et puis, bon, voilà. Donc là, on situe un petit peu 2 bâtiments qui servent à la fois d'amphithéâtre pour l'auditorium d'Oda Bourgeois. Auditorium Christ Roi, ce sont des salles de classe qui sont en train encore d'être aménagées petit à petit. Et puis, l'administration, puis un parc informatique. Et puis, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, on voit en haut à gauche hein, ces salles de classe qui petit à petit s'installent. On voit qu'il reste encore de la place. Bon, là, peut-être sur les vignettes, vous ne voyez pas très bien. Il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter en termes de surface. Donc, ça veut dire du mobilier encore nécessaire, etc. Et puis, cette capacité, on voit en bas à gauche, à avoir un amphithéâtre pour des cours magistraux d'intervenants divers, notamment plusieurs fois quand il y a des intervenants qui sont venus d'Europe, ben, on a pu faire des cours dans cet espace-là. Et puis, vous avez voilà, un parc informatique, on va voir une vidéo, et puis l'administration. Et puis, un bâtiment qui est encore en plein travaux, parce que c'est un bâtiment qui va servir d'accueil, à la fois pour les visiteurs étrangers, pourquoi pas, mais aussi pour différents professeurs qui peuvent venir de Kinshasa, puisque ben, l'université, l'institut est déjà connu par le ministère de l'Éducation supérieure, il est déjà enregistré. Et puis, il y a des échanges. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus par rapport Alors, à ça. il faut dire que pour l'idée qui nous a poussé à pouvoir créer l'université, c'est que au départ, lorsque on a eu à construire l'hôpital, on travaillait avec des infirmiers et des infirmières, mais on a vite compris que les infirmières là ne nous accompagnaient pas comme il faut, comme nous on s'attendait. Donc, on sentait que leur niveau d'études était assez bas. Et pour nous, c'était important de pouvoir former nos propres infirmiers qui pouvaient nous suivre et qui pouvaient faire exactement le travail qu'on leur demandait. Et c'est comme ça qu'on se disait, bon, on va créer une institution universitaire qui va former les étudiants, les infirmiers. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin criant donc, aux alentours dans la province, parce que non seulement qu'on avait besoin des infirmiers, mais on avait aussi besoin des autres professionnels, par exemple, dans les cadres de l'informatique, dans les cadres de développement, dans les cadres de coupe et couture. C'est comme ça qu'on a mis les différentes filières, développement, informatique, coupe, couture, et puis la santé. Alors, on a créé cela, on a mis en place cela. Et l'État congolais, quand ils sont venus inspecter, voir, contrôler, mais ils se sont rendus compte qu'on faisait des choses qui étaient assez sérieuses par rapport à l'État lui-même. Donc, on faisait un peu plus sérieux. C'est comme ça que l'État n'a pas hésité de pouvoir nous délivrer des documents nécessaires pour notre fonctionnement. Et au moment où on parle, au moment où on parle là, on a tous les documents nécessaires. Donc, on a toutes les autorisations de l'État, on a tous les arrêtés du ministère pour le fonctionnement de l'université. Et puis, l'État accepte même aujourd'hui de prendre en charge les personnels enseignants de l'université, ce qui est déjà très, très important. Et au Congo, il se fait comment après? Parce que là,
Ça ne suffit pas pour avoir un autofinancement. Alors, pour l'instant, l'autofinancement, c'est que déjà avec le peu que les étudiants payent dans les cadres de leur scolarité, on essaie de travailler, mais dans les jours à venir, l'État a accepté de pouvoir payer les salaires de tous les enseignants. Après, il faut se dire qu'une institution d'éducation est rarement self-supporting, à moins qu'on soit sur les grandes universités américaines, mais ça veut dire qu'il faut le portefeuille des étudiants qui va avec. Et là, c'est ni les circonstances de cette province, parce que c'est pas réaliste, ni non plus la philosophie de l'institution, qui a vraiment à cœur de pouvoir donner une place à des étudiants en fait, qui n'auraient jamais accès à l'éducation supérieure. Et dans ce sens-là, l'institution, et notamment Partoni, s'efforce de mettre en place des partenariats, des liens, alors notamment avec nous, mais avec d'autres ONG qui trouvent qu'il y a une vertu à développer ces enseignements, et puis qu'il y ait un certain nombre d'étudiants qui soient sponsorisés, souvent sur critères sociaux, on pourra dire, des jeunes qui soit sont orphelins, soit de familles extrêmement dépourvus de moyens. Et puis, avec malgré tout, on a tous l'idée de se dire si chemin faisant, on arrive à développer des modèles économiques, c'est-à-dire des choses qui seraient produites par l'université pour pouvoir amener des fonds, ben évidemment, ça reste des possibilités aussi à exploiter, quoi. Et il n'y a pas de financement de la part de l'État, proprement dit. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore eu de financement de l'État congolais. Et comment ça marche, la politique de la santé au Congo? C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine qu'il y a des universités, il y a une université à Kinshasa oui, bien sûr. Les médecins, les infirmiers, les personnels soignants. Oui. Ils ne vont pas dans la province. Mais au fait, d'abord, le Congo, il est très, très grand. Et puis, on a peu d'universités qui forment des meilleurs infirmiers, des meilleurs médecins. C'est ça. Les médecins qui sont bien formés, ils veulent rester en ville. Hein, donc, il est difficile de pouvoir aller en province. D'abord, tu vas aller là-bas, tu n'as pas un salaire, tu vas galérer. Ils veulent vraiment rester en ville, parce que c'est là. Et même quand on regarde dans les cadres même des soins, des prestations, des interventions pour lesquelles nous, on facture, par exemple, $1000 ou 1000 € à Kinshasa, mais là, il n'y a personne qui va avoir 1000 € hein, ou $1000. Ils vont te payer juste 50 $ ou pas. Ouais. Et là, tu vas faire le choix entre soigner quelqu'un, aider quelqu'un qui n'a rien, et puis ou le faire mourir, ou le laisser mourir. Et c'est vraiment ça le problème qu'on a. Donc, tu n'as pas choisi le système à l'américaine? Non. OK. Alors, pour voir un tout petit peu, donc on voit ce campus. Je voulais revenir sur ces belles photos parce que là aussi, c'est toujours savoir de quoi on part. Si on regarde certaines universités très modernes en France, etc., bon, on va les voir très équipées. Une fois, on avait visité une université en Suisse avec Tony, on avait des yeux comme ça, même moi aussi, parce qu'ils avaient des équipements juste, moi, je n'imaginais pas. Mais donc là, il faut se dire que déjà les équipements, les infrastructures, avoir des bâtiments, avoir les choses qu'il y a, on est déjà sur une marche très haute qui fait une vraie différence, où là, les profs peuvent vraiment commencer à enseigner et les étudiants avoir un peu plus de moyens pour apprendre. Et voilà, donc c'était un petit peu cette idée-là, avec les choses que l'on peut trouver. Ça, c'était en 2023. C'était le jour de notre arrivée, je crois. Non, ça, c'était le jour de ton arrivée. J'étais arrivé un tout petit peu avant. Où il y avait une consultation entre les étudiants qui étaient en train de faire des stages. Ce qui pour moi avait été un excellent signe, puisque
2 ans plus tôt, quand j'étais venu, les cours commençaient à s'organiser, mais là, il y avait déjà cette ouverture sur la ville avec les étudiants qui étaient placés dans différentes structures de la ville, la banque locale, le système de sécurité sociale locale, des ONG locales. Et là, ils venaient exprimer leur doléance. Moi, ça se passe bien, moi, ça se passe mal. Comme c'est pour nous en France, quand on fait des stages, des fois on est content, des fois on n'est pas content. Et puis je me suis dit, ah ben non, donc là, l'université vraiment fonctionne. Et il y a du chemin encore à parcourir, mais il y a des choses qui sont mises en place et une reconnaissance locale et nationale aussi, hein. Donc on va voir juste un petit peu quelques vidéos. On arrive à côté des étudiants en coupe couture. Alors on trouve cette dame qui est en train de faire la coupe. Vous pouvez vous présenter, bonjour. Bonjour. Allez-y, comment on vous appelle et qu'est-ce que vous faites rapidement? Je suis assistante chez Je suis assistante de L'enseignante qui est dans et nous sommes au moment de la culture. pratique et avec les étudiants. C'est pour cela que nous continuons toujours la pratique. D'accord, très bien. Alors on entre dans la salle. Madame, vous pouvez parler quelque chose? Oui, qu'est-ce que vous faites? Moi ici, je suis en train de réaliser la jupe d'uniforme pour les élèves secondaires. Donc, je suis en train d'arranger maintenant la taille pour monter la ceinture. Ah, Déjà préparée. d'accord. Parfait. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ici, moi, je réalise la blouse des jeunes filles. Maintenant, je prépare le manche pour monter. Parfait. Et donc là, on voit la salle technique de coupe-couture parce qu'on a la filière de coupe-couture. Dans cette salle technique, au départ, on n'avait rien, on n'avait pas de machine, des consorts, mais après, on a eu l'aide de la GERB qui nous a envoyé ces machines-là. Et ces machines permettent à ces étudiantes de faire immédiatement leur pratique. Bon, on a vu que le résultat était assez positif parce que l'année passée, on a eu, donc, ceux qui avaient fait déjà 3 ans avaient terminé leur premier cycle. Et le résultat, c'est que certains d'entre eux, les étudiants, ils ont eu à créer leur propre modèle d'habit. Il y a, par exemple, une qui a défendu sur le modèle d'une robe de soirée. Donc, un modèle qui est assez spécial. Donc, on peut dire Made in ISTSAN. Made in ISTSAN, voilà. Alors, il y a aussi une autre qui a créé le modèle d'une robe de mariage. Et ils ont fait ça. Alors, et même ces robes ici, c'est mis ici. Que je porte, Voilà. que Catherine porte, que Philippe porte, Jean-Marc et Caro, tout a été fait sur place. Ce sont des habits qui ont été faits sur place. Et donc, ça nous réjouit beaucoup que les gens, ils peuvent étudier sur place et puis pratiquer sur place. Et puis, on voit que tous les étudiants, tous qui avaient terminé leur premier cycle, ils ne sont pas chômeurs, ils ne sont pas. Moi, je les ai un peu suivis à gauche, à droite. En tout cas, tous ceux qui ont terminé ont un emploi. Soit ils se sont créés leur propre entreprise, soit tout simplement, ils sont employés dans un endroit ou un autre. Mais ce n'est pas fini.
Donc, on est dans la salle informatique Je Païta vous promets que je n'ai pas de demandé. l'IST-SAN, Institut supérieur technique du Sankoro. Et voilà, donc on rencontre les étudiants qui sont venus faire la pratique. Et donc, on va les interroger. On va commencer par les responsables de la salle. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelque chose? Merci. Je réponds au nom de Placide Mlangwa. Je suis le responsable du parc informatique Païta, un centre qui regroupe les étudiants d'informatique pour leur pratique. Nous disons vraiment merci à la GERB pour leur don des ordinateurs. Aujourd'hui, grâce à la GERB, nos étudiants peuvent pratiquer facilement et ils maîtrisent l'informatique, qui est une grande ouverture pour la science, donc pour laquelle nous leur disons grandement merci à la GERB, surtout à Païta. Merci. Alors, on va interroger une étudiante. Vas-y. Oui, bonjour, moi c'est Madame Lisette Nzeba, étudiante en informatique. Oui, je tiens à remercier sincèrement notre partenaire, la GERB, pour les dons qu'il a fait à notre égard. Les différentes machines que vous voyez, c'est son don. Donc, nous tenons à le remercier et nous vous disons aujourd'hui que l'IST-SAN répond aux critères et nous accédons facilement à la technologie comme le demande la modernité. Tout le monde accède facilement à l'Internet et nous pratiquons très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes étudiante en quelle classe? Je suis étudiante en L3 informatique. Troisième année informatique. Voilà, donc vous voyez que les ordinateurs sont encore couverts parce qu'en fait, ils venaient d'arriver, ils ont voulu faire la vidéo tout de suite pour faire le remerciement. Et je peux attester que les ordinateurs sont bien branchés, ils fonctionnent. Là, c'est pas juste pour faire joli, les étudiants travaillent dessus. Et en fait, on ne se rend peut-être pas compte de l'impact, c'est-à-dire qu'en fait, les étudiants ailleurs, dans bien des endroits, même parfois à Kinshasa, qui étudient l'informatique, le font de manière théorique. Donc voilà, ils apprennent les programmes sur les livres, etc., mais qui n'ont pas très peu ou pas du tout l'accès aux machines. Et donc là aussi, c'est une avancée pour ces étudiants, quoi. Ouais. Comment sont sélectionnés les étudiants? Parce qu'il doit y avoir énormément de demandes. Il doit y avoir beaucoup de demandes pour venir. Oui, il y a des demandes, mais nous, il y a déjà un test que nous faisons passer. Donc, on prend ceux qui sont un peu capables. Et puis, aussi, on regarde aussi ceux qui sont vraiment assez défavorisés. Voilà. Voilà, comme ça, on a pu se rendre compte. Premier passage de diplôme. Il y avait combien d'étudiants? Je ne sais plus. Alors, jusqu'à 30, hein, 33. 33. Mm-hmm. Et donc ça, c'était la première promotion. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette photo en haut à gauche? Alors, donc, en haut à gauche, on me voit là avec le ministre national de l'Éducation, donc de l'enseignement supérieur et universitaire, qui est venu en visite pour la première fois dans notre province. Et puis, il n'a pas pu visiter toutes les institutions. Il a accepté de visiter la première institution qui est la nôtre. Et donc, il était très heureux de pouvoir rencontrer une institution comme ça qui se développe, non pas avec les fonds de l'État congolais, mais avec une organisation non étatique. Et il était très étonné parce qu'il a trouvé que l'institution était très bien organisée
Et c'est comme ça qu'il a décidé rapidement en rentrant de pouvoir nous faire tous les documents que l'on avait besoin pour nous encourager. Alors là, c'est donc le 4e bâtiment pour l'instant, celui dont on parlait, par rapport à l'accueil des futurs visiteurs. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à chaque fois qu'on est 2 ou 3 à partir sur place, c'est Tony qui nous héberge. Et alors peut-être que ça continuera, j'en sais rien, mais en tout cas, il y aura toujours cette opportunité-là et même plus une capacité d'accueillir peut-être plus d'étudiants, pourquoi pas, ou des professeurs qui viennent de Kinshasa ou de l'étranger. Donc ces travaux avancent, mais il y a encore beaucoup de travail, hein. Et c'est surtout qu'il faut des sous, quoi. Oui, tout à fait. Il faut des sous pour ça. C'est moi qui dis. Donc là, je crois il y a une année, ça fait déjà une année? Ouais. Une année. Alors, on a eu acheté cette machine que vous voyez là pour le forage. C'est une machine de forage. Il faut dire que dans toute cette grande région, il n'y a pas de l'eau. Donc, on va à la source pour pouvoir aller puiser de l'eau et de l'eau non potable. Alors, on s'est dit que c'était important de pouvoir faire ce projet de forage d'eau. C'est comme ça que cette machine a été achetée. Mais jusque-là, on n'avait pas un technicien qui pouvait nous aider à utiliser la machine. Il n'y a pas 10 jours qu'on a amené un technicien à partir de Kinshasa. Et aujourd'hui, il me dit qu'il va commencer le forage à l'IST-SAN demain pour commencer le forage. Et donc, ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup aider les étudiants à avoir de l'eau sur place et ça va même aider toute la population qui est autour de l'institution. Donc, il faut savoir que cette machine, c'est la GERB qui l'a financée. Et alors, c'est un investissement conséquent, mais après 3 forages, elle est déjà rentabilisée. Et donc, l'idée, c'est à la fois, aujourd'hui, par exemple, ce premier forage va être fait à un coût 5 fois moindre, même 6 fois moindre, inférieur à ce qui serait si on devait payer un intervenant. On le sait, puisqu'on a déjà fait forer à l'IST-SAN, à Otema, donc on connaît le prix des forages sur place. Et puis suite à ça, ça sera aussi l'opportunité soit de mettre la machine à disposition et de faire des rentrées d'argent. Et alors là, je vais me battre avec Tony pour qu'il ne fasse pas tout gratuit, parce que Tony, des fois, il a le cœur qui déborde un peu trop. Et, donc voilà, donc on va trouver le point d'équilibre. C'est toujours ce point en se disant, bon voilà, qu'est-ce qui permet de faire fonctionner les structures, et en même temps, si on fait le métier qu'on fait, c'est qu'on est aussi à l'écoute des besoins, sinon on ne serait pas là. L'eau, à quelle profondeur? L'eau, alors ça dépend, ça va jusqu'à à Otema, c'était à 40 mètres, mais on trouve 40 jusqu'à 90. Une fois que vous avez trouvé l'eau, comment on fait? Alors, une fois qu'on a trouvé l'eau, on met une pompe. Et la pompe, elle est branchée à l'énergie solaire. Et puis, ça fait penser. On a un réservoir. On a un réservoir et puis des réservoirs. Alors, là, je change juste de sujet. Un des travaux qu'effectue Tony aussi à intervalles réguliers, peut-être 3 fois dans l'année à peu près, c'est faire des missions chirurgicales dans la province. Ça veut dire partir avec un équipage, du matériel et se rendre à certains endroits. Donc voilà, par exemple, je prends ma voiture de Paris, je vais à Dijon, je fais 5 heures de route, 350 km. Là-bas, c'est une journée complète, quoi. Et en fait, on va voir un petit peu l'état des routes là-bas. Donc ça, c'était en juin 2023. Donc moi qui ai pris la vidéo sur place, Florian aussi était là, et puis bien sûr Tony était là. Donc la vidéo n'est pas au ralenti, hein.
Donc en fait, on a quitté Lodja le soir. C'était quoi? Peut-être vers 20h, c'était à Ouais, quelle heure? ouais. Autour de 20h ou quelque chose comme ça. Et en fait, bah, toute la nuit, on roule comme ça ou pas. Il y a des moments où on accélère un peu, des fois on atteint des 30 km/h et là c'est la fête. Et sinon, le reste du temps, alors des fois on est dans la voiture, des fois on sort. Et ça veut dire que c'est ça aussi la réalité des déplacements au Congo. Donc là, pour l'aller, on a mis 18 heures. Ça, c'est Laurie. Voilà, Laurie qui est là. Que tu roules la nuit ou le jour, à un moment, tu auras la nuit de toute manière, parce que tu fais plus que 12 heures. Donc, si, on utilise aussi les motos. Alors, on a pensé réaliser cela, nous l'appelons la trousse médicale mobile ou la clinique chirurgicale mobile, tout simplement pour un peu couvrir les rayons de la province et un peu de soins de qualité, parce que ailleurs, il n'y a que au centre, là où nous sommes, donc à Lodja, où on peut trouver de bons équipements, où on peut trouver quand même des médecins qui peuvent faire des grandes interventions ou de laboratoire un peu bon. Alors, on s'est dit, bon, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer, faire 500, 600 km pour venir nous consulter. Mais nous pouvons quand même un peu nous approcher vers eux. C'est comme ça qu'on organise cette trousse médicale mobile, cette clinique chirurgicale, pour pouvoir aller vers ces endroits, ces régions qui sont encore hyper enclavées et essayer de nous installer pour pouvoir apporter des soins pendant un certain temps, une période donnée, et puis rentrer. Là, par exemple, on faisait une tournée de 350 km, et là, on devrait arriver à 230 pratiquement à Lomela. On s'installe pendant 2 semaines, on traite, on opère, on laisse les malades, et on va dans un autre endroit, on effectue 200, 300 km encore, on fait la même chose et puis après, on rentre. Oui, tout à fait. On a transporté tout ce qui est médicaments, on a transporté du matériel et équipements médicaux, de stérilisation, bien entendu. Alors là, une autre vidéo qui n'est pas directement liée à notre passage, mais c'est pour aussi se rendre compte, c'est pareil, c'est sur la réalité de ce qui se passe. Et donc, en fait, c'est un peu toujours la surprise. Hey! Oui, c'est pas forcément une bonne surprise. Donc, de temps en temps, on traverse des routes comme ça, des rivières comme ça, qui n'ont pas de ponts et qui nous font toujours ces surprises-là. Ça, c'est une femme qui venait et qui avait ses chikwangs et qui allait les vendre, mais malheureusement, elle n'a pas pu, hein, elle a tout perdu. Voilà, bon, donc on est toujours sur cette même idée. Je vous avais dit, on vous avait dit avec Laurie la dernière fois, le monsieur qui est Papa Guy, qui est à gauche avec la chemise bleue, avait conduit, et le seul conducteur, à l'aller 18 heures d'un coup et au retour 27 heures d'un coup. Donc moi, je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas à quoi il tourne, mais il n'avait pas l'air d'être drogué, ce monsieur. En plus, il était tout à fait clair, mais voilà. Et on a été un moment coincé, la roue à moitié dans le vide à la sortie d'un pont. On avait espoir d'être rentré dans 2 heures et là on est resté, je ne sais plus, au moins 3 heures sur place. Le temps de dégager. Et là aussi, ils se sont battus comme des lions pour arriver à dégager le 4x4. En bas aussi, le tronc, on était resté 3 heures derrière le tronc. Ouais. Donc voilà, c'est toujours incertain.
Voilà, donc c'est ce que disait Tony, de Lodja, on est monté à Lomela, après on est redescendu à Tchoudi, on ne voit pas sur la carte, mais c'est le cercle bleu, et pour revenir ensuite et faire la boucle, et puis pour faire ces différentes opérations, quoi. Ça, c'était juste pour... on est là, on est à Moussati, hein. Oui. C'est le village natal de Tony, c'est sa maman qui est à côté de lui, et pour se dire, en fait, le chemin parcouru par Tony, qui était dans ces petits villages, qui était comme un de ces petits garçons qu'on pourrait voir à droite. Peut-être l'un d'entre eux, c'est le prochain ministre de l'Éducation, on ne sait pas. Et de se dire, voilà, c'est l'enfant du pays qui revient. Et puis voilà, bon, sur la droite, c'était un peu anecdotique. J'avais voulu mettre cette photo, puisqu'il y avait toujours ces soldats qui étaient là, puisque c'est une personnalité publique. Et puis voilà cet hôpital qui était flambant neuf et que Tony, en fait, est venu inaugurer, hein, c'est bien ça, ouais, en tant que ministre provincial de la Santé. Et il a fallu faire descendre le matériel de l'hôpital historique de Lomela dans ce nouvel hôpital qui a été financé par un député. Mais ça voulait dire qu'en fait, il fallait tout installer. C'était un petit peu avec les moyens de fortune. Vous avez en bas au milieu la stérilisation dans les marmites pression. Si je, ouais, hop. En fait, on voit ces marmites pression en bas là, pour stériliser. Puis tout marche sur le groupe électrogène pour pouvoir travailler même à la nuit tombée. Et puis avec ce laboratoire aussi pour les analyses nécessaires pour ensuite décider. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai pas tellement le vocabulaire médical, mais en tout cas, il y a eu sur place à peu près 1 millier de patients, surtout des patientes, qui sont venus consulter, puisque donc Tony, qui est connu comme le loup blanc, et puis Lauriane qui venait aussi, et qui, voilà, on savait qu'il y avait une gynécologue qui arrivait en plus, et donc voilà, mais sur un peu moins de 2 semaines, vous avez pu voir à peu près 500 personnes, et puis une trentaine d'opérations, je ne sais pas si c'est ça, hein, ouais, une trentaine ouais, d'interventions. Ouais. Donc là, on s'est déplacé sur le 3e lieu qu'on a visité, puis on est à Tchoudiloto, c'est une mission locale qui est en fait un village, et c'est là qu'on trouve l'orphelinat La Maison du Père, et puis donc c'est le petit cercle bleu en bas, le cercle orange c'est l'école La Gerbe, que Tony a gentiment nommé comme ça, peut-être en remerciement à nous. Et puis, ce cercle rouge à gauche, en fait, c'est le personnel. Il y a du personnel qui vit sur place sans arrêt. Donc, ça veut dire que c'est une petite communauté, mais qui n'est pas du tout fermée. Si je me trompe pas, il y a certains enfants qui sont du village, qui viennent à l'école, et puis il y a des enfants de la Maison du Père qui vont à l'école, ce qui fait que c'est pas un ghetto, quoi. C'est pas quelque chose qui est isolé, mais c'est plutôt justement un endroit qui est reconnu et qui est recherché parce qu'on sait que là, les enfants, ils apprennent un peu mieux que dans les autres écoles. Donc ça, en arrivant à Tchoudiloto, on a retrouvé, comme dans beaucoup d'endroits, en fait, ces mamans de cœur de compassion, puisqu'en fait, avant que même Otema soit fondé, Tony avait commencé à essaimer le territoire avec des petites coopératives où ils venaient sur place, et peut-être avec des équipiers aussi, pour former, pour encourager à dire, ben voilà, pourquoi pas se mettre ensemble pour cultiver, pour faire de l'élevage, pour faire du petit commerce, pour faire de l'artisanat, et puis vivre un peu mieux. Ça rayonne après sur les familles. Et c'était très étonnant, même quand on était sur la route, on passait dans les villages et on s'arrêtait avec régularité. Les gens qui venaient, il y avait souvent le petit panneau cœur de compassion.
et même des fois des gens qui se jetaient presque devant les roues de la voiture pour faire la fête. Et puis voilà, et puis Tony qui leur partageait des petites choses, des fois un peu d'argent, etc., pour les soutenir, les encourager. Et puis donc il y avait cet accueil, surtout que ça faisait combien? Ça faisait 2 ans en tout cas que tu n'étais pas Oui, revenu. qu'ils n'étaient pas là, ouais. Tu n'étais pas revenu à Tchoudi avec notamment les fonctions de ministre. Et puis on retrouve sur cette mission locale l'hôpital qui, on peut dire, voilà, un regard double. Alors, Vas-y, ouais. alors, donc, cet hôpital est là, il s'appelle l'hôpital de Tchoudi, et c'est dans cet hôpital où je suis né. Et donc, vous voyez le bâtiment qui est en blanc là, c'est là la maternité, et c'est là où je suis né. Mais c'est un hôpital qui est presque maintenant dans un très, très mauvais état. Ça, c'est la salle de pédiatrie de l'hôpital où on trouve ces lits, mais ces lits sont partis d'ici de l'Europe. Hein. C'est en 2011, le premier conteneur qui est parti. Ça, c'était pas encore nous. Ouais. Et là, on voit que ça fait quand même autant d'années, et puis ces lits sont déjà dans un mauvais état. Alors, donc, depuis que j'ai quitté cet hôpital, en tout cas, l'hôpital continue à se détériorer jusque-là. Mais on arrive quand même à faire certaines interventions, on arrive quand même à faire quelque chose. Par exemple, là, on a fait des interventions, même des interventions majeures. Alors là, on est sur la maison du Père. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins justement ce site, l'école, l'orphelinat. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'était passé? Donc, c'était fin 2023. Oui, fin 2023, donc au mois de septembre déjà. L'orphelinat fonctionnait bien jusque-là. Mais pendant cette période, il y a eu une jeune femme qui est venue avec son mari. Et puis, on ne sait pas ce qui est arrivé. Cette jeune femme est venue décéder. Et le mari a eu peur. Donc, c'est un événement qui ne lui est jamais arrivé, de voir une femme qui meurt comme ça alors qu'ils étaient tous deux dans la chambre. Et le mari a pris fuite. Et puis a laissé cette dame-là dans la chambre. Et puis, le matin, on se rend compte, on cherche le monsieur, il n'est pas là. Et on entre dans la chambre et on trouve la dame déjà décédée. Alors, cela a fait que la population, donc le village de cette dame-là, est venu piller tous les sites de la maison du Père, incendier, piller tout ce que l'on avait. Et ce qui m'a fait très, très mal, c'est lorsqu'il trouvait ces enfants orphelins couchés sur les lits, on pouvait soulever ces enfants et au risque même de les jeter dans le feu, et puis prendre le matelas et brûler. Les matelas sur lesquels ces enfants dormaient. Et ils avaient tout saccagé, tout brûlé. Ce site que on a pris du temps pour construire 3 ans, mais en un jour, le site était complètement détruit. Ça nous a vraiment fait mal. Les enfants sont partis de ces sites, ils ont pris fuite et ils sont allés dormir à l'église. Et ils ont fait pendant 6 mois, ils étaient par terre à l'église. Alors, ça, c'était un site qu'on avait vu 4 mois plus tôt, en fait. On s'était rendu sur place, on avait vu les enfants qui nous racontaient des poèmes, enfin voilà, avec le personnel assez stabilisé. Puis là, bon, ce drame-là. Ils ont cru que c'était une vengeance alors. C'était une vengeance. C'était une vengeance. Je ne sais pas s'ils ont cru que c'était les enfants, les enfants du site ou ceux qui travaillaient dans les sites et qui ont tué la dame. Mais apparemment, la dame elle est décédée, je crois, des AVC ou d'un arrêt cardiaque que nous, on ne connaît pas. Oui, naturel. Parce que déjà au départ, dans ses antécédents, c'est une femme qui tombait et qui perdait connaissance pendant un certain temps.
Mais ils ont tout oublié qu'elle était malade. Bon, c'est dommage. On a tout brûlé, les livres, les panneaux solaires, tous les motos. Ouais. Ah non. Non, là, il y a... C'est pas de pompiers. Ouais, malheureusement. Déjà, Et même s'il y aurait des pompiers, je ne crois pas qu'ils auraient accès, hein, parce que là, ils étaient très bien armés. Il y a la population de ce village-là qui voulait s'opposer. Et ils m'ont posé la question s'ils pouvaient vraiment s'opposer. Mais comme cette population qui est venue des 12 km était bien armée, si l'autre population qui est sur place pouvait s'opposer et il y aurait la guerre, et ben, il y aurait beaucoup de gens qui devraient mourir, ça c'est sûr. Et quand ils m'ont posé la question, j'ai dit, bon, il faut les laisser faire parce qu'on n'a pas besoin oui, d'envenimer la situation. donc là, après, vous avez commencé à reconstruire. Donc, il y a la Gerbe et d'autres qui ont soutenu pour la reconstruction, petit à petit. Et puis aujourd'hui, ouais. Ouais. Aujourd'hui, la maison du Père est devenue un peu plus meilleure que ce qu'elle était auparavant, avant que l'on incendie, parce que là, on a reconstruit, mais on a fait une toiture un peu plus belle qu'elle n'a pas passée. Et puis, on a eu même à mettre en place ces panneaux solaires pour pouvoir donner de l'éclairage dans les sites. Alors ça, c'est écouter l'enfant. Donc, si vous comptez... Je pense que Guylaine je crois que Guylaine est connectée. Voilà, Donc, il y a Guylaine. Guylaine qui est présidente de Écouter l'enfant, je crois qu'elle est connectée. Donc, on la salue bien. Et puis, Écouter l'enfant intervient beaucoup. Ils interviennent dans le parrainage collectif. Et puis, voilà, donc, ils sont en train de pouvoir chercher parce que même au niveau de la maison du Père, on a aujourd'hui 53 enfants que l'on est en train de prendre en charge. Et sur les 53, je ne sais pas, d'après ce que Guylaine me disait, on avait une vingtaine déjà de parrains et marraines qui prenaient 20 enfants en charge. Mais ils ont développé un système un peu spécial, un parrainage collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on parraine un seul enfant pour que l'autre là qui mange, il voit son ami qui a déjà un parrain. Donc, il dit, bon, on fait un parrainage collectif. Donc, le peu que vous allez donner à un enfant, ça va partager pour tous les autres enfants. Et il faut dire que ça fait, oui, c'est une très très bonne idée. Oui. Et ça fait une vraie différence parce que la réalité, c'est que les enfants, ils n'ont pas 3 repas par jour. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que, ben voilà, avec ces parrainages-là, ça permet d'avoir un peu plus d'assurance, de se dire au quotidien, il y a un peu plus de stabilité, quoi. Tout à fait, oui. Ouais. Et ça, toujours. Ok. Et là, c'est un peu le site qui a été incendié. Donc voilà maintenant. Le mois de mai de cette année, c'est vers la fin du mois de 2028, j'étais à Djoudi. Et ça, c'est une vidéo du 28 mai. J'étais sur place là pour voir et puis ces enfants les encourager. Et on a compris que le site est en train de se reconstruire petit à petit. On a ces grands terrains qui nous a été offert et puis on l'a développé comme ça, mais ça demande encore plus de développer. Donc cette maison du Père qui a été incendiée, elle est devenue complètement reconstruite, même s'il y a encore des travaux qu'il faut qui demandent qu'on mette en place les plafonds, les pavements, mais en tout cas, les enfants ont décidé de pouvoir quitter l'église et là où ils étaient, où ils dormaient par terre, et de venir dormir, même si les conditions ne sont pas encore très, très réunies, mais ils ont accepté de venir rester dans leur site.
Après, tu dis, on vous a donné le terrain, et en fait, ce qui est le cas, tout à fait. Mais je me souviens, la première fois que moi j'étais venu, c'était la forêt, quoi. C'était la forêt. On descendait là, c'était la forêt. C'était la forêt. Donc, il faut se dire que c'est le terrain, on vous le donne, mais après, il faut le travailler. Vous avez tout défriché, vous avez organisé pour que ça soit vraiment vivable, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et on va arriver bientôt à la fin. Je vais te demander si tu peux nous dire un peu un mot sur ces 2 années en tant que ministre provincial de la Santé. Alors, donc, en tant que ministre provincial de la Santé depuis fin 2002, donc ça fait pratiquement une année, 2022, oui, fin 2022. Alors, donc, l'État congolais a pensé que c'était important de pouvoir me confier la responsabilité du ministère de la Santé. Et là, nous avons développé quelques projets localement. Par exemple, là, nous avons dû commencer à fabriquer les briques localement dans les centres de santé. On pouvait les brûler et puis reconstruire les centres de santé. Parce que vous arrivez dans des centres de santé, vous trouvez un centre de santé qui est pratiquement construit en paille et avec des matériels vraiment très dérisoires. Et nous avons décidé de pouvoir changer un peu les choses. Et on a commencé ce projet-là. Bon, c'est un projet qui devrait prendre du temps parce qu'il faut déjà faire comprendre à la population qu'on devrait changer les choses. Et puis, en plus, faire en sorte que cette population adhère à ce projet. En plus du projet de reconstruction des centres de santé, on a aussi mis en place le projet d'électrification des structures de santé, centres de santé et hôpitaux. Et là, on a fait une forme de mutualité. Donc, on pouvait cotiser pour tous les centres de santé, toutes les zones de santé vont cotiser pour un hôpital pour cette fois-ci, et une autre fois, ce serait un autre hôpital. Et c'est comme ça qu'on a eu à équiper, je crois, 10 hôpitaux avec du courant, et on pouvait continuer avec ce projet-là. Alors donc, parce qu'on se disait que ça fait depuis depuis les temps, l'État ne mettait pas de moyens pour pouvoir améliorer suffisamment les structures de santé, surtout que l'État est en train de se battre avec la guerre qui est à l'Est. Donc, il préfère peut-être d'abord se libérer de cette guerre-là pour commencer à financer les activités sociales. Et comme ça, on s'est dit, bon, nous-mêmes, on peut s'organiser localement et commencer à faire quelque chose. Voilà, il y a encore beaucoup de travail. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup surpris à chaque fois. C'est cette capacité que tu as de mettre les gens ensemble. Parce qu'il faut de la force, et on sait, surtout quand les conditions de vie sont compliquées, c'est difficile de dire, moi aujourd'hui, je vais donner pour l'autre, alors que déjà j'ai très peu, mais d'avoir cette conviction, cette force de conviction de dire, non, chacun va mettre quelque chose, et ensemble, on va pouvoir tous s'équiper, et de dire comment, en collectif, on arrive finalement à faire monter le niveau de tout le monde, alors que si chacun restait de son côté, finalement, personne n'aurait l'électricité. Oui, tout à fait, oui. Donc ça, c'est des choses qu'on voit à chaque fois, que tu arrives à faire bouger les gens, des fois au départ, sans intérêt immédiat. Mais de se dire, on a l'espoir que quelque chose d'autre arrive, et ça permet de faire avancer la condition finalement du collectif. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ministre provincial? C'est ministre de la province autour? Oui. Ou c'est tout ce qui n'est pas la capitale? Oui, donc ministre, non, ce n'est pas tous les pays, c'est de la province. On a 26 provinces, et dans chaque province, il y a un ministre provincial de la santé pour chaque province. Donc tu peux rester dans ta province? Oui, tu restes ministre dans ta province. Grande comme? Mais un peu comme, peut-être combien de fois la Belgique? Je vais dire, c'est 9 fois l'Île-de-France, le Sancouro. Ah oui, la Belgique, je sais plus. Oui. En tout cas, c'est 104 km². 104 km². 1000 km². 1000 km². Ouais. 4000. Oui.
4 millions d'habitants. Je crois que ça fait deux fois et demi la Suisse, parce que quand on va présenter aux différents endroits, on essaie de trouver des échelles qui nous parlent. Donc, c'est 9 fois l'Île-de-France et 2 fois et demi, pas loin de 3 fois la Suisse. 9 fois l'Île-de-France, c'est presque la France. En tout cas, la France, je ne sais plus combien de fois dans le Congo, peut-être 4 fois. Voilà. Oui, c'est grand. Voilà. En tout cas, voilà, on veut vous remercier pour tout ce travail que vous faites et ce sacrifice. Et puis, merci aussi à Natacha. Merci les amis. Il y a trop de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Alors, les ONG qui nous aident, ce sont nos partenaires comme la Gerbe ici, comme MEDAF en Suisse, comme Écouter l'enfant, comme ASD. Ce sont en tout cas nos partenaires là qui nous aident le plus régulièrement. D'autres questions? Peut-être les gens qui sont... Ah, peut-être s'il y a... Arrête le partage d'écran pour voir. Ah, ok. En affichage. Oui. Affichage galerie. Comment je... Ah oui. Voilà. S'il y a des questions. Natacha, comment on se fait pas décourager après tant de... À chaque fois, il y a des choses qui vont plus, des choses qui sont réduites à néant. En ligne, je ne sais pas si vous entendez la question. Caro qui demande comme... Oui, on entend, ok. Ben, c'est toujours assez compliqué parce que si tu commences un projet, par exemple, celui du site de la Maison du Père, et au bout de quelques années, 5 ans, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup investi, et puis en un seul jour, les gens ils viennent incendier. Je crois que ça décourage beaucoup. Moi, mais j'étais très découragé, et surtout quand des enfants, ils m'appelaient pour me dire, mais ici, là, on va mourir tous, alors que je n'étais pas avec eux. Et puis, oui, vas-y, si tu veux parler. Bon, il faut aussi dire que c'est un couple chrétien. À chaque fois quand on a des problèmes, on se met à prier et à demander l'aide du Seigneur. Ouais. Et elle arrive. Ben oui, ça arrive, la preuve, c'est ça. La preuve est là. Alors, dernièrement, quand j'étais à Tchoudi, voir même ses enfants, il y a un enfant qui m'a dit, mais nous étions très surpris qu'au bout de quelques temps, que la maison du Père soit reconstruite. Parce que pour eux, ils ne s'attendaient pas qu'après 4-5 mois, que cette maison soit reconstruite. Parce qu'on pensait qu'elle devrait encore prendre du temps comme quand on commençait, quoi. Mais on a compris que c'était vraiment la main du Seigneur et qui est venu rapidement au secours de ses enfants. Et ça les a aidés. L'histoire des parrainages des enfants, qui sont les parrains, marraines? Alors, donc, les parrains, marraines, c'est beaucoup plus ici en France, mais c'est Guylaine qui devrait le savoir. Guylaine, tu nous écoutes? Petite pub pour les parrainages, vas-y. Oui, je fais qu'écouter, Tony. Tu as suivi un peu la question? Oui. Ben, les parrains marraines, on en a essentiellement en France pour l'instant, mais à écouter l'enfant, on en a dans plusieurs pays d'Europe, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, on en a même aux États-Unis. Donc, on va essayer de... Voilà, Tony, tu vas faire la pub, hein, et puis on va essayer d'augmenter le nombre. Tout à l'heure, tu as dit une vingtaine, aujourd'hui, c'est 29. Ah! On en a eu de nouveaux, voilà. Et Guylaine, ça veut dire que s'il y a des gens ici qui insistent lourdement pour devenir parrain, tu es prête à accepter?
Même, ils n'ont pas besoin d'insister lourdement. D'accord, ok. Bon, le message est passé alors. Alors, il y avait Marc, je crois que tu avais une question. Je regarde beaucoup Télé5 Monde. Quelle est la situation réelle du pays par rapport aux troubles qu'il y a partout en Afrique? Et que vous nous racontez des problèmes dans certains territoires sans pouvoir trop réagir. Vous pensez que ça va aller de mieux en mieux? C'est stable ou il y a encore de grandes peurs? En tout cas, il y a encore de grandes peurs parce que du côté de l'Est, ça n'arrête pas. Il y a un groupe armé qui s'appelle le M23 et puis avec les ADF, donc l'armée rwandaise qui attaque le pays, justement parce que dans cette partie du pays, il y a beaucoup de richesses et sous-sol et que les gens, ils veulent absolument avoir ces richesses et sous-sol. Et cette guerre-là fait que le regard des autorités étatiques soit tourné vers la guerre que vers la population qui est en train de souffrir. Et ça, c'est la situation qui nous met vraiment en difficulté dans notre pays. Comment être sûr qu'ils ne vont pas revenir et redétruire à nouveau le village? Comment on en est sûr? La question, c'est comment être sûr que les gens ne reviennent pas détruire à nouveau le village? Alors, déjà, l'État a organisé qu'il y ait déjà de policiers tout autour, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis, des deux, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, c'est que l'opinion qui est venue s'est répandue. Et il y a un grand témoignage. Le papa de cette dame qui était morte s'est répandu et puis il a cru au Seigneur et il a même construit une église pour le Seigneur. Ouais. Ça veut dire que la situation est assez apaisée aujourd'hui. Apaisée, la situation est apaisée. Le papa de cette jeune dame-là, de temps en temps, m'appelle parce qu'il me dit, bon, en tout cas, j'ai compris que le Seigneur était avec vous, parce que si c'était d'autres personnes, peut-être qu'on réagirait autrement, mais ouais. Il a construit une église chez lui dans ce village-là, et puis la fois passée, il y avait une conférence même qui s'est organisée dans cette église-là, et il y avait 150 personnes. Et il m'a envoyé les images, je peux dire, voilà, ce que le Seigneur a fait de nous. Et c'était peut-être une certaine façon que le Seigneur puisse se manifester dans leur famille. Ouais. Le mal s'est tourné. Voilà. Je crois qu'il y avait encore une question. Oui. Vous avez habité la même ville que l'hôpital ou c'est un peu loin? Alors, donc, moi-même, je suis né dans le village là où se trouve la maison du Père. Et c'est dans ce village-là où il y a un petit hôpital qui s'appelle l'hôpital de Tchoudi. Et c'est là où je suis né. Donc, dans ce village où il y a l'orphelinat. Actuellement, vous êtes là maintenant. Maintenant, je suis à Lodja, là où se trouve l'hôpital Otema. Voilà. C'est pas loin. Mais de temps en temps, je vais à Tchoudi. Natacha et les enfants aussi. Natacha et les enfants sont à Kinshasa pour le moment. Mais on a passé tout le temps avec Natacha à Lodja, à Tchoudi même. On a commencé par être à Tchoudi et après on est venu à Lodja. Et maintenant, on a décidé qu'elle et les enfants, ils vont rester un peu à Kinshasa pour la formation, les études des enfants. Et moi, je pouvais me battre là-bas. Me battre. Toi, tu bouges tout le temps. Oui, je suis en train de bouger, oui, tout le temps, c'est sûr. Donc, il est plus ailleurs qu'avec la famille. On entend l'appel. Ouais. On va faire une pétition. Ouais. Avec la gerbe, du coup, comment ça s'est passé la première fois? Ah, c'est une histoire. Ah oui, c'est là, le jour où ma vie a changé. Mais Mike, tu peux raconter un peu. Mais
En fait, parce qu'il y avait avant même que tu arrives à la Gerbe, tu as connu l'assemblée de Aulnay et la famille Dehan. Et ce qui était intéressant, la dernière fois que tu étais venu en France, on avait déjeuné avec les Dehan et on a un peu discuté. Et quand Pierre-Étienne nous a expliqué que quand il a discuté avec Tony, que Tony lui a exposé tous ses projets, la taille et la folie des choses, il a dit ça, c'est peut-être un truc pour Jean-Marc Sémoulin. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Et c'est comme ça que Tony a débarqué un beau jour de, je sais plus, de mars, je crois, 2013, où donc il avait pris contact avec Jean-Marc. Et donc, il est venu. Et puis, avec Jean-Marc, on s'était mis d'accord pour accueillir gentiment, fraternellement Tony, mais lui expliquer que ça ne serait pas possible de travailler avec lui. Et d'accord à deux pour que si jamais, qu'on ne lui fait pas visiter la Gerbe, on recevrait juste, on écouterait ses projets, on l'aiderait peut-être techniquement sur les projets comme ça, mais voilà. Et si l'un des deux voyait que l'autre craquait, l'autre était chargé au motif qu'il y avait déjà qu'on avait beaucoup plein de partenaires et qu'on ne savait pas comment déjà gérer nos partenaires. Ce qui était le cas. Voilà. Et en fait, quand Tony nous a présenté les choses, on a dit qu'on allait réfléchir. Et je me souviens que Jean-Marc m'a dit, quand tu as 2 enfants dans une famille, s'il y en a un, par exemple, qui n'a pas de vêtements, mais qui a l'autre qui meurt de faim, tu peux pas laisser l'autre mourir, tu peux pas laisser mourir de faim. Et donc Jean-Marc a craqué. Et en se disant, bon, on aide nos partenaires et ils ont vraiment des besoins. Et, mais là, on a été quand même assez choqués par la réalité du terrain et des besoins. Et donc, on a accepté d'aider Tony pour un premier conteneur. Et puis, la suite est arrivée. Peut-être choqué par la réalité des besoins et par le dynamisme de Tony. Et le courage qui nous a vraiment marqué, c'était les photos et le film que tu montrais du trajet du conteneur que tu avais reçu de France et les 100, 200 derniers kilomètres chargés sur un vélo et de traverser la forêt avec les lits médicales sur les vélos, chargés sur le vélo, 100 km à pied. On s'est dit, mais nous, on dit qu'on est fatigué et qu'on n'a pas, qu'on peut pas prendre d'autres partenaires, mais s'ils sont capables de faire 100 km ou 200 à pied en poussant un vélo, on n'est quand même pas fatigué à ce point-là. Et c'est ce qui nous a fait faire une année pour vérifier quand même si on arrivera à le faire en France. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les 100 km, le cyclotour, 100 km en poussant un vélo avec du matériel dessus dans les Yvelines en faisant la carte de l'Afrique. Et Tony qui nous disait, des cartons vides, Tony qui nous disait que vous êtes courageux. On était contents. Dans quelle année? Permis de collecter un peu des... Non, c'était... Ouais, voilà, 2015. On est dans la presse, en fait, de ce projet. Voilà un peu l'histoire. Voilà. On va peut-être s'arrêter là, mais merci pour les questions. Merci beaucoup Tony et Natacha pour vos témoignages. Et puis ceux qui sont connectés, merci. On leur dit au revoir, parce qu'on ne peut pas partager la suite avec ceux qui sont connectés. On va être obligé de pour vous. Mais un grand merci à tous nos amis en ligne parce que aussi on était vraiment heureux d'avoir nos amis du Congo. On voit là les amis de l'IST SAN. Augustin, tu nous écoutes? L'IST SAN, vous êtes là? Je vous écoute très bien. Très bien. D'accord. C'est très intéressant, vraiment.
Voilà. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à Merci. Bonne soirée à vous aussi. Tony, on te verra sur Valence parce qu'on est sur Valence, nous, et on ira te voir à Valence. Ah, merci. On se verra alors. Natacha aussi, on sera content de te revoir. Merci. Au revoir.